Bonjour à tous, donc je suis Swazik Crombé, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous parler donc d'innovation au service de la transition écologique. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez au sujet et merci à MFQM de l'invitation et de me permettre d'animer ce webinaire. Donc nous allons passer une petite heure ensemble donc pour parler d'innovation, de transition écologique et surtout plus spécifiquement de la méthodologie du design thinking. Pourquoi cette méthodologie? Donc mon but aujourd'hui, c'est vraiment de partager mon expertise avec vous au sujet de cette méthodologie qui peut paraître relativement abstraite quand on la connaît pas. On aura quelques petites questions d'introduction après pour que je regarde comment vous vous sentez par rapport au sujet. Donc le design thinking, c'est pas une méthodologie récente. Elle a été créée aux États-Unis dans les années 50 et massivement utilisé depuis les années 80, notamment par les géants du numérique américain, comme Netflix, Google ou Facebook, pour ne citer que, et également une méthodologie très utilisée dans le milieu des startups. En France, il y a des grosses sociétés aussi qui les utilisent, en plus voilà, des startups, comme on peut citer notamment Decathlon, qui est une entreprise qui l'utilise massivement pour gérer son innovation. Par exemple, on peut citer les masques de plongée qui sont arrivés sur le marché il y a peu de temps. J'imagine que vous voyez ce dont je veux parler pour faire du snorkeling avec voilà, le tuba intégré. Donc ça, c'est une innovation qui est issue d'une méthodologie de design thinking. Donc pourquoi cette méthodologie? Parce que je suis moi-même personnellement convaincue de la pertinence de cette méthodologie pour faire face aux nombreux challenges d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une méthodologie concrète qui a fait ses preuves d'un point de vue business et qui est orientée vers l'action. On verra ça un peu plus en détail par la suite. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ne savent pas vraiment comment passer à l'action et comment accélérer leur transition écologique. Donc, il y a de nombreuses pressions réglementaires, marché, collaborateurs. C'est assez facile de s'y perdre et on ne sait pas toujours par où commencer. Donc, pour moi, la clé, c'est vraiment de rester connecté à son marché et d'utiliser l'innovation liée à son cœur d'activité pour essayer de se transformer. Et donc, c'est pour cela que je pense que le design thinking est vraiment intéressant. Et pour finir, je pense aussi que l'innovation, ça nous permettra vraiment de sortir de nos schémas actuels et d'aller vers la création de nouveaux modèles d'entreprise, plus créateurs de valeur et moins dommageables pour la planète. Donc avant de commencer, je voulais me présenter. Donc je suis la fondatrice de la société de conseil Be4Good, qui propose des accompagnements aux entreprises pour les aider à gérer leur transformation et à repenser leur modèle d'affaires. Je propose également du conseil en gestion de l'innovation et des formations, animation d'ateliers d'intelligence collective. Donc je viens du milieu du conseil assez classique. J'ai travaillé 15 ans dans un cabinet de renommée internationale au Luxembourg. D'abord avec de la gestion de portefeuille client dans la finance, donc mon expertise est à la base finance et stratégie modèle d'affaires. Et puis j'ai découvert moi-même dans mon expérience professionnelle la transformation. Et puis on m'a demandé de déployer une démarche interne d'innovation où j'ai pu me former aux méthodologies notamment de design thinking et mettre un cadre pour le cabinet pour gérer l'innovation. Donc ma raison d'être, c'est d'agir concrètement pour aider les entreprises à développer leur business for good, donc allier rentabilité et développement durable. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je pense que voilà, c'est tout à fait possible d'allier rentabilité et développement durable. Jusqu'à présent, on a un peu tendance à opposer ces deux notions, mais je suis persuadée qu'on peut tout à fait les allier. C'est ce que je vais essayer aussi également de vous démontrer aujourd'hui avec ce webinaire. Ce qui m'anime, c'est de proposer un accompagnement vraiment opérationnel au plus près des besoins du terrain. Et donc, je vais vous partager aujourd'hui des outils vraiment que vous pourrez utiliser dans vos organisations. Donc, vous allez voir à quel point ça peut être concret, même si voilà, c'est un mot qui paraît un peu savant, le design thinking.
Ce qui m'anime aussi, c'est d'accompagner les organisations dans leur transformation, mais également l'humain dans la gestion du changement, parce que c'est un élément qui, je pense, est encore pas suffisamment pris en compte. Et enfin, à vraiment accompagner les équipes dans leur montée en compétences, pas me positionner en tant que sachante, mais vraiment leur permettre de s'approprier les sujets, gagner en expertise et pouvoir, en indépendance, ensuite déployer les méthodologies en interne. Donc, les objectifs du webinaire. Premièrement, je vais vous présenter les notions principales du design thinking, en quoi cette méthodologie peut être utile et en quoi cette méthodologie peut être utile pour amorcer une démarche de transition. Ça sera à chaque fois étayé par des outils concrets et des cas voilà, d'entreprise pour vous permettre de vous projeter réellement et pour vous démontrer également que le design thinking, c'est pas réservé aux grands groupes avec des gros budgets d'innovation, mais c'est tout à fait transposable dans tout type d'organisation, même des toutes petites organisations. Et dans une dernière partie, je vous présenterai des cas concrets d'entreprises pour vous inspirer. Donc, comme le disait Charlotte, le but, c'est aussi d'avoir un webinaire interactif. Donc, on est assez nombreux. Donc, je vous propose, pendant ce webinaire, d'utiliser le chat pour poser des questions. En fonction des questions, on pourra faire un petit stop au milieu du webinaire pour que je commence à y répondre. Et sinon, je vais essayer de terminer, voilà, de laisser 10-15 minutes à la fin du webinaire pour pouvoir échanger. Et n'hésitez pas aussi à utiliser les petits émoticônes de Microsoft Teams si vous voulez réagir à ce que je suis en train de raconter, mettre un pouce, un questionnement si c'est pas suffisamment, si c'est pas suffisamment clair, et effectivement utiliser la petite main pour poser des questions. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une petite introduction. Donc j'imagine que vous connaissez tous WooClap. Donc je vous propose soit d'utiliser le QR code que vous voyez à l'écran, soit d'aller sur wooclap.com et de saisir le code de l'événement. Donc si vous avez des soucis de connexion, dites-le nous. Sinon, je vais lancer les questions. C'est OK, je lance? Ouais. Mmh. Voilà. Alors, première question, vous la voyez tous, c'est bon? Qu'est-ce que vous inspire le design thinking? Donc là, c'est pour voir un peu, évaluer si c'est une méthodologie que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, qui vous intéresse, mais vous savez pas trop de quoi on va parler. Voilà, peut-être vous avez des a priori, donc par un ou 2 mots, n'hésitez pas à me partager un petit peu, ce que vous imaginez de cette méthodologie. Ouais, centré sur l'utilisateur, co-construction, tout à fait. Différemment, une bonne pratique à découvrir, curieux sur le sujet, super. Dessin, ouais, il peut y avoir un aspect design, tout à fait. Réflexion, innovation, collaboration, une bonne pratique à découvrir. J'essaie de lire en même temps. Peut-être je peux partager ça parce que vous ne le voyez pas en fait. Voilà. Concevoir collectivement, transition, ouais. Autrement, tout à fait. C'est intéressant toutes ces notions. Mind map, ouais, qui peut être un outil, particulier qu'on peut utiliser dans le cadre du design thinking. OK, super. Bon, je vois que vous avez quand même, des éléments qui vous inspirent. La deuxième question: qu'attendez-vous de ce webinaire? Alors plus, voilà, pourquoi finalement ce sujet potentiellement vous intéresse? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce que vous imaginez que potentiellement je vais vous apprendre?
Des clés et des outils, ouais. Donc là, on va rester vraiment dans le concret. La découverte, ok, super. Application concrète, effectivement, je vais vous montrer un peu comment concrètement ça fonctionne. Outils pour la mise en œuvre d'une démarche RSE. Donc là, on a voilà, un besoin vraiment concret. Voir comment ça s'articule avec les enjeux d'impact. Donc c'est tout le sujet effectivement de ce webinaire. Ok, super. Eh bien, allons-y, allons découvrir tout ça. Donc, le design thinking. Donc, je vous ai mis ici une citation de Tim Brown, qui est en fait l'ancien PDG d'IDEO, qui est une grosse société de conseil internationale spécialisée dans le design et qui est notamment à l'origine de, par exemple, la création de la souris d'Apple. Donc, qu'est-ce que nous dit Tim Brown? Que les dirigeants devraient encourager les expérimentations et accepter qu'il n'y ait rien de mal à échouer, tant que cela se produit tôt et devient une source d'apprentissage. Donc j'aime beaucoup cette citation parce que je trouve qu'elle est vraiment très représentative de la philosophie du design thinking. Premièrement, on peut voir que le design thinking préfère la pratique à la théorie. Donc, c'est vraiment essayer d'apprendre en faisant plutôt que d'apprendre à faire. Donc, vraiment avec cette question d'expérimentation. Néanmoins, pas une expérimentation dans tous les sens, une expérimentation liée au marché et aux besoins du client, et une expérimentation qui va permettre de tester très rapidement les choses pour éviter voilà, d'aller dans une direction qui n'est pas forcément la bonne et qui va engendrer une perte de temps et d'argent. Avoir le droit à l'erreur aussi. Donc, bon, en France, il y a encore parfois des choses qui ne sont pas toujours tant promues, on va dire, dans les organisations. Ça dépend un petit peu de la culture d'entreprise. Dans le milieu anglo-saxon, c'est vraiment quelque chose qui est parfois valorisé, le fait d'échouer. Mais encore une fois, avec le design thinking, on a le droit à l'erreur, mais il va falloir s'en rendre compte rapidement. S'appuyer sur des valeurs humaines, le travail collaboratif et la co-création pour enrichir les points de vue. L'empathie, donc on va voir ça un peu plus en détail, mais le design thinking vraiment s'appuie sur la compréhension profonde des besoins et des problèmes des clients. Et quelles sont leurs émotions? Donc ça, c'est pareil, les émotions, parfois, dans les entreprises, on ne veut pas trop en entendre parler. C'est des mots encore qui arrivent de plus en plus, mais c'est encore un sujet pas toujours banalisé. Et donc là, vous allez voir qu'on va vraiment essayer de comprendre en profondeur sa cible en incluant ses émotions. Et enfin, le dernier aspect, c'est la viabilité financière et opérationnelle. Il ne faut pas oublier que voilà, on est dans un contexte d'entreprise, avec un contexte évidemment où on cherche à se développer, faire de la croissance et être rentable. Donc le design thinking n'oublie absolument pas cette question de viabilité financière. Donc le design thinking, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une méthode centrée sur l'humain, donc qui a pour but d'innover en réduisant les risques et les incertitudes. Ici, je vous ai mis deux schémas qui résument la démarche d'innovation. Donc, pour qualifier un projet d'innovation, il faut que ce soit à la rencontre de trois aspects différents. Il faut d'abord qu'il y ait une désirabilité, c'est-à-dire que le nouveau produit ou le nouveau service qu'on veut implémenter, il y ait une réelle demande, quelqu'un soit prêt à l'utiliser ou l'acheter. Il faut que ce soit constructif, c'est-à-dire qu'il y ait une faisabilité opérationnelle ou technique. Et il faut que ce soit viable. Donc là, on a vraiment cette question de est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent? Est-ce que c'est rentable de faire cette innovation? Et avec le design thinking, on va rajouter une quatrième brique qui est Innovation for Good, où on va créer une innovation d'abord dans l'intérêt du client ou de sa cible, et puis on peut tout à fait aussi ajouter dans l'intérêt de la planète ou dans l'intérêt de la société et de l'humain en général. C'est pour ça que aussi cette méthodologie me paraît vraiment très intéressante pour amorcer une démarche de transition, puisqu'on va étendre ce concept d'intérêt du client vers voilà, quelque chose de plus large. Dans quel cas peut-on utiliser le design thinking? Donc tout le monde, j'imagine, a
Voilà, dans l'idée que, évidemment, c'est pour créer des nouveaux produits et des nouveaux services, que ce soit pour le grand public, que ce soit pour les entreprises, que ce soit un produit tangible, que ce soit un nouveau service, que ce soit une nouvelle application, c'est assez vaste. On peut également tout à fait l'utiliser pour créer un nouvel espace. Donc, par exemple, on peut prendre comme exemple le groupe Accor Hotel, qui a voulu redonner vie à ces halls d'accueil. Vous savez, les lobbies qui étaient il y a quelques années assez vides et sans âme. Donc, ils ont utilisé le design thinking pour transformer ces espaces en interrogeant à la fois des clients et des non-clients, ce qui leur a permis de créer des espaces conviviaux dans ces lobbies et de faire justement venir des personnes qui ne sont pas forcément clientes de l'hôtel, qui n'ont pas forcément dormi à l'hôtel, via des espaces de coworking ou des cafés ou des corners de vente de produits locaux. Donc ils ont vraiment ça leur permet d'amener en fait des non-clients dans ces espaces et d'avoir un endroit un peu plus chaleureux. On l'utilise beaucoup aussi pour créer des nouvelles expériences clients. Donc là, on peut prendre l'exemple de Starbucks, que vous connaissez tous, hein, cette chaîne de café internationale, qui est passée de quelques magasins à 30 000 points de vente en utilisant le design thinking. Et pourquoi? Ils ont demandé à leurs clients et à leurs non-clients ce qu'ils recherchaient en entrant dans un coffee shop, dans un café. Et la réponse n'avait rien à voir avec le café. Les gens voulaient simplement un lieu de détente avec une atmosphère chaleureuse où ils pourraient se sentir comme chez eux et travailler comme chez eux. D'ailleurs, c'est pour ça que chez Starbucks, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais en général, le mobilier, c'est des tables petites et rondes pour qu'on se sente bien, qu'on n'ait pas ce sentiment de solitude qu'on pouvait avoir avant dans des espaces un peu plus grands. Et enfin, le design thinking est intéressant aussi en interne, lorsqu'on veut changer un processus en interne, le digitaliser par exemple, ou créer une nouvelle organisation, une nouvelle forme de société. Donc c'est vraiment très très vaste. En quoi ça consiste exactement? Quel est le processus? Donc ici, je vous ai mis les étapes principales. Donc il y en a 5. Donc la première, immersion empathie, définition de la problématique, la partie d'idéation, prototypage et test. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est une démarche non linéaire comparée à une méthodologie de projet assez classique où on va définir un cadre, différentes étapes et puis dans le but de créer quelque chose. Ici, on peut vraiment retourner en arrière si on se rend compte qu'on a loupé certaines étapes. Et on retrouve aussi vraiment cette approche de test and learn et de droit à l'erreur. Donc la première phase d'immersion, ça va être quoi? Ça va être vraiment cette philosophie d'essayer de se mettre à la place de son client ou de son collaborateur ou de toute autre cible en fonction du projet. Et on va aller vraiment essayer de récolter des informations précises par rapport à notre cible et par rapport à notre projet. Et donc là, on essaie vraiment de penser comme si on était à la place du client. Et donc, on personnifie vraiment le client, en fait, hein. Donc, il y a vraiment cet aspect d'empathie. On ne travaille plus pour ses actionnaires ou ses managers, on travaille vraiment pour son client. Euh, et on va aussi partir du principe que nous, on ne sait rien en fait sur la cible et que c'est vraiment la cible qui va nous amener les informations importantes utiles à notre projet. Donc il y a différentes manières hein, de réaliser différentes techniques au sein de cette première phase. On peut tout simplement au début, de manière assez classique, aller rechercher des informations qu'on peut trouver sur Internet par exemple. Et puis ensuite, on va vraiment activement partir à la rencontre de notre client via par exemple des questionnaires ou des ateliers où on peut l'inviter et essayer de récolter un certain nombre d'informations sur ces problèmes. Il y a aussi des techniques où on va être vraiment dans une posture d'observation. Donc, par exemple, on peut se mettre dans un hall de gare et regarder vraiment, sans interagir avec personne, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes personnes qui viennent, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, si ça a un lien évidemment avec notre projet. Une fois qu'on a récolté toutes ces informations qui sont vraiment primordiales pour notre projet, on va essayer d'analyser tout ça et de définir la problématique de notre projet. À quel problème, à quelle solution on veut, quel est le problème ou la solution qu'on veut réellement résoudre.
Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un processus de double diamant avec des phases de divergence et de convergence. C'est-à-dire que la divergence, on part vraiment vers l'extérieur et regarder ce qui se passe concrètement avec nos clients. Et puis, une fois qu'on a récolté toutes ces informations, on se met en équipe et puis on met en commun toutes ces analyses et ça va nous aider à vraiment poser les bases de notre projet et à définir notre problématique, sur quoi réellement on veut travailler. Une fois qu'on a défini notre problématique, on va pouvoir vraiment passer dans la phase d'idéation et de génération d'idées avec différents types d'ateliers ici. Donc c'était important de ne pas partir tout de suite tête baissée dans le processus d'idéation. Il faut vraiment poser les bases, déjà avoir récolté l'ensemble des informations au niveau de notre cible, et puis avoir vraiment une problématique définie et agréée, on va dire, avec l'ensemble des personnes du projet. Donc dans les phases d'idéation, ce qui est intéressant, c'est plutôt de privilégier des formats relativement courts, puisque c'est des phases intenses d'utilisation de notre cerveau. Au bout d'un moment, voilà, faire des ateliers d'une journée d'idéation, ça n'a pas forcément de sens. On n'aura pas forcément les résultats attendus. Vaut mieux plutôt privilégier des petits formats, quitte à les répéter avec différentes personnes ou à différents stades du projet, parce que voilà, tout simplement, à un moment donné, notre cerveau a ses limites. Et donc, ici aussi, dans cette phase d'idéation, il y a à la fois générer des idées et puis sélectionner collectivement les idées qu'on a envie d'implémenter et qui font globalement plus de sens par rapport à notre projet, pour ensuite se lancer dans la phase de prototypage de la solution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire prototypage? Prototypage, donc on ne va pas avoir ici un produit fini, on va avoir quelque chose, un concept en fait, qui va nous permettre de visualiser et de se rendre compte de ce qu'on veut implémenter et créer. Donc si on prend l'exemple d'une application par exemple, on va avoir peut-être une maquette finalement de l'application, à quoi globalement elle va recevoir et à quoi globalement elle va ressembler, et quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on va avoir à l'intérieur de cette application. Donc on a ce qu'on appelle en design thinking un MVP, un minimum viable product. Donc qui est évidemment aussi tout à fait vrai pour la conception d'un service. Et donc, une fois qu'on a ce prototype, on va de nouveau alors retourner vers le marché et on va tester ce concept. Est-ce qu'il répond vraiment à une demande? Est-ce que les clients sont prêts à l'utiliser? Est-ce que ce qu'on a imaginé correspond à ce que notre cible voudrait? Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une démarche non linéaire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au niveau du prototypage et du test marché, on peut peut-être se rendre compte que soit, en fait, on s'est trompé et il n'y a pas de demande, et alors on arrête le projet. Et du coup, voilà, on aura perdu un petit peu de temps dans la première phase d'étude du projet, mais globalement, par rapport à d'autres types de projets, méthodologie, on peut limiter la casse, entre guillemets. Ou alors, on se rend compte qu'on a peut-être mal analysé certains éléments. Alors, on va repartir dans les phases en amont, peut-être refaire un petit peu de recherche client et utilisateur, retravailler notre problématique, repartir peut-être sur un atelier d'idéation. Donc, on peut faire ça voilà, plusieurs fois avec ces cycles d'itération. On peut aussi utiliser la méthode du design thinking en design sprint. Donc ça, c'est très utilisé notamment dans le milieu des startups, pour essayer de concentrer nos efforts sur un minimum de temps pour arriver à un prototype qu'on va pouvoir tester sur le marché. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Non? C'est clair? Ok, super. Alors, vous allez me dire: «Oui, OK, c'est super cette méthodologie, ça a fait ses preuves, d'un point de vue, innovation, mais quel est le rapport avec, une démarche RSE et comment je vais pouvoir finalement, transposer tout ça dans un contexte de, transition écologique?» Pour moi, il y a 4 éléments qui font que cette méthodologie, est vraiment pertinente. La première, c'est que, comme on l'a vu, c'est un état d'esprit vraiment centré sur l'humain, avec cette question d'empathie et de focus sur, les problèmes et solutions de ma cible. Quand
quand je dis ma cible, ça peut être effectivement mes clients, ça peut être mes collaborateurs, ça peut être vraiment une population assez diverse. Et je pense que aujourd'hui, on est dans une situation où voilà, l'humain est un peu malmené, on va dire, par tous les changements qu'on a à venir, que on a une nécessité d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Et donc, vraiment être focus sur l'empathie et sur les émotions peut vraiment, je pense, aider aussi voilà, à amorcer quelque chose d'intéressant. Ça favorise la coopération et l'engagement. Donc la coopération, pourquoi c'est intéressant dans une démarche RSE? C'est parce qu'une entreprise seule, elle va avoir du mal à amorcer une réelle transition efficace, si je puis dire. Elle a vraiment besoin de consulter ses parties prenantes, de s'intégrer dans son écosystème, de parler avec une majorité de personnes. Et donc les outils proposés par le design thinking sont vraiment intéressants de ce côté-là. On a aussi une notion d'engagement. On a besoin dans une entreprise pour amorcer une démarche RSE d'un engagement de nos employés et de l'ensemble de l'entreprise. Donc on peut vraiment les intégrer dans cette démarche via ces ateliers d'intelligence collective pour favoriser leur engagement. Troisièmement, c'est une approche pragmatique, tournée vers l'action et en lien avec le marché. Vous l'avez vu hein, de ce que je vous ai présenté, tout de suite, le plus rapidement possible, on va vers le marché pour voir si ce qu'on est en train de faire, pour valider si ce qu'on est en train de faire a du sens. Je pense vraiment que partir de son cœur de métier et vraiment de son business est une des clés pour réussir une vraie démarche de transition. Et le dernier élément qui me paraît assez intéressant aussi, c'est que c'est une méthodologie reconnue et qui a fait ses preuves, qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, qui a vu, voilà, qui a permis le développement très rapide des géants du numérique notamment. Donc, on peut questionner le fait que ce soit bien, mais en tout cas, ça a fonctionné. Donc, pourquoi aller chercher voilà, des nouvelles méthodologies qu'on aurait inventées, toujours rester pragmatique, essayer d'utiliser l'existant en le transformant par rapport à un nouveau prisme qui est une démarche RSE et l'intérêt de la planète. Comment on peut l'utiliser dans le cadre d'une démarche RSE? Évidemment, pour créer de nouveaux produits et services plus durables, hein. Donc là, on est vraiment dans la continuité du design thinking. On va juste ajouter quelques éléments par rapport à l'impact et par rapport à la planète ou l'humain en général. Repenser son modèle d'affaires pour le rendre plus vertueux. Donc on va voir à la fin de la séance, enfin du webinaire, comment concrètement ça peut être utilisé. Ça l'est actuellement par Decathlon. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et puis en interne, comment ça peut m'aider? Ça peut m'aider à établir vraiment ma vision du développement durable dans mon organisation. De quoi on parle? Comment j'ai envie de positionner mon entreprise? Est-ce que voilà, tout le monde est d'accord en intégrant vraiment tous les différents voilà, parties prenantes à l'intérieur de mon entreprise? Et puis comment je vais réussir à décliner cette démarche, définir mes ambitions, prioriser mes actions et pourquoi pas créer une nouvelle gouvernance et une nouvelle organisation d'entreprise qui serait plus en ligne avec ma nouvelle ambition et ce que je veux, comment je veux positionner mon entreprise dans le futur. Rapidement, ici, c'est un schéma qui fait vraiment le lien entre voilà, ce que je vous ai expliqué par rapport aux différentes étapes du design thinking classique et comment on peut le transposer avec une démarche RSE. Donc, il y a cette première phase de préparation. On va essayer de vraiment s'engager, on va pas essayer, on va s'engager activement dans la démarche en utilisant le design thinking, par exemple, pour évaluer son niveau d'intégration des principes de développement durable, pour faire un portrait de la situation actuelle. Et pour cela, on va voilà, interroger différentes personnes, vraiment ce côté, j'écoute en fait ma cible pour voilà, définir ma problématique, vraiment comprendre quels sont ses défis, ses enjeux, potentiellement ses freins, pour ensuite voilà, créer, imaginer des pistes de solutions et voir comment je peux résoudre finalement, essayer de résoudre la problématique que j'ai formulée. On prototype et de la même manière, on va tester auprès de sa cible si c'est quelque chose qui leur plaît, qui a du sens, qui répond à leurs besoins.
Donc voilà, la première phase, donc on va s'appuyer sur ce concept d'immersion et d'empathie du design thinking, hein, pour vraiment se mettre dans un état d'esprit qui place les besoins des personnes et de la planète au centre de son projet. On va écouter de manière approfondie ses clients, ses utilisateurs, ses parties prenantes, ses collaborateurs. C'est assez large, hein, dans une démarche de RSE, pour collecter et rassembler des données, identifier les grands enjeux et les défis, et formuler des constats, faire un portrait de la situation actuelle. Alors, comment concrètement on va faire ça? J'aime beaucoup cet outil, hein, qui est clairement inspiré du design thinking, qui est la carte des parties prenantes. Donc, à quoi ça sert? Ça permet vraiment d'essayer de positionner son entreprise dans l'écosystème existant. Donc, une carte de navigation qui va permettre d'analyser, de trouver le chemin vers plus de synergie. Donc ici, tout simplement, donc en équipe projet, hein, en atelier, on va essayer de lister et de répondre à l'ensemble de ces questions. Quelle est la place de l'entreprise dans son écosystème? Comment l'entreprise impacte son écosystème? Et inversement, que ce soit en interne, que ce soit en externe, quels sont finalement les différents intervenants et parties prenantes que je vais devoir consulter. Est-ce qu'il y en a peut-être certaines sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer, notamment en interne? Est-ce qu'il y a certains départements où il va falloir que je fasse un travail plus approfondi, à la fois de récolte des besoins et peut-être de savoir quels sont potentiellement leurs freins? D'autres vont peut-être être au contraire des fonctions spécifiques sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Quelle est finalement l'influence que je peux avoir sur mes parties prenantes extérieures, ou au contraire c'est elles qui m'influencent, et là je vais aller récolter de la donnée et des informations auprès de ces influenceurs, et finalement quelle est ma marge de manœuvre. Toujours pas de questions? Non? Hem, la deuxième phase, c'est comprendre, analyser. Voilà, j'ai récolté un certain nombre d'informations. Maintenant, il va falloir que je définisse concrètement la problématique auquel je veux répondre. De la même manière, hein, on va s'appuyer sur une écoute approfondie de notre cible pour établir la vision de l'organisation, formuler des besoins et des problèmes, comprendre et prioriser les défis et identifier les freins. Donc un exemple d'outil vraiment très intéressant dans ce concept d'empathie, pour essayer vraiment de comprendre profondément sa cible. Donc de la même manière, c'est un atelier que vous pouvez réaliser en mode projet, enfin avec l'équipe projet, pardon, enfin c'est même mieux, c'est vraiment une recommandation. Où on va, du coup, voilà, on est dans la deuxième phase, donc normalement, on a déjà identifié quelle était notre cible, on a déjà, récolté des informations sur ses caractéristiques, ses besoins, ses aspirations, qu'est-ce qu'elle a envie d'avoir, qu'est-ce qu'il faudrait, quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait résoudre, qu'est-ce qu'elle a envie de comprendre, d'acheter, et puis on va, synthétiser en fait les enjeux et les problèmes en les transformant en émotions négatives ou positives. Donc là, on a vraiment ce concept d'émotion pour essayer de comprendre profondément notre cible. Donc ce qu'il pense, donc là, on va vraiment dérouler ses problèmes, ses pensées positives, ses émotions, qu'est-ce qui peut influencer ses choix, sa manière d'acheter et d'agir. Ce qu'ils voient, donc en lien avec le projet et aussi, par rapport à nos concurrents, par exemple, voilà, les pubs, à la télé, sur internet et cetera. Qu'est-ce qu'il entend, de ses collègues? Quel est le type de conversation, qu'il peut avoir avec ses amis, et du coup, quelle est l'émotion que ça lui génère? Quels sont, potentiellement les on-dit? Quelles sont, potentiellement les croyances, et voilà, pour essayer vraiment, de se mettre toujours à sa place. Quelques prérequis, ce qui est important, c'est de se cantonner à des faits.
d'essayer vraiment d'enlever donc ces croyances personnelles. Donc, bon, ça, c'est un peu théorique parce que voilà, on a tous des biais et des croyances personnelles qu'il est parfois difficile de mettre de côté lorsqu'on analyse les choses. Mais c'est vraiment essayer d'éviter voilà, d'être dans le jugement et dans le ressenti, mais vraiment s'en tenir aux faits. Et puis, d'être dans une démarche sans tabou. Voilà, ne pas essayer de déceler que les aspects positifs de ces émotions, mais par rapport au projet, mais vraiment aussi l'ensemble des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Une question dans Ouais. le chat. Est-ce que le conseil d'administration fait partie des parties prenantes? Oui, tout à fait. J'ai mis la direction, mais la direction, c'est au sens large, donc tout à fait le conseil d'administration, soit le CODIR, soit effectivement le conseil d'administration, ouais. Dans cette phase aussi, une technique intéressante pour synthétiser et finalement clore cette phase d'analyse, c'est la reformulation du défi. Donc, voilà, on a récolté plein d'informations sur notre cible, on a travaillé sur le côté empathique, on pense vraiment voilà, comprendre profondément notre cible, et maintenant il faut synthétiser tout ça pour vraiment formuler en fait notre problématique qui va ensuite nous permettre d'aller vers la phase de co-création. Et ça va permettre aussi de se mettre vraiment d'accord avec l'équipe projet sur l'orientation qu'on veut donner au projet, et synthétiser les priorités. Donc là, je vous ai mis quelques idées de phrases, en fait, pour vous voilà, aiguiller dans cet exercice de reformulation. Évidemment, ça dépend tout à fait du projet, mais vous voyez qu'il y a vraiment cette question d'identification particulière de son persona. Alors, le persona en design thinking, c'est une cible particulière qu'on a identifiée. Il y a cette question de vraiment quels sont les besoins que j'ai identifiés et comment je veux aider mon client ou ma cible. Et puis évidemment, toujours cette question d'innovation, puisque la solution que je vais apporter, c'est la plupart du temps via une innovation. Et enfin, on va pouvoir aller maintenant dans la dernière phase, enfin dans la troisième phase, qui est la phase concrète d'idéation, hein, de génération des idées et de sélection des idées qu'on veut tester et potentiellement implémenter. Donc ici, cette démarche qui semble, bon, qui est très créative, c'est aussi, pour qu'elle soit efficace et intéressante, il faut qu'elle soit un minimum structurée. Donc avec 3 phases. La première, un échauffement cérébral. Donc il y a différentes techniques. Le but, c'est voilà, de sortir de son quotidien et effacer les blocages créatifs. Donc quand on arrive dans un atelier d'idéation, voilà, on a tous nos problèmes personnels, on a tous notre quotidien à gérer plus ou moins lourd. Donc le but, c'est d'essayer de laisser tout ça de côté pour vraiment préparer notre cerveau à cette phase d'idéation à venir. On va donc ensuite avancer dans ces ateliers. Je vais vous présenter 2-3 techniques d'atelier ensuite. Et enfin, on va sélectionner collectivement les idées, puisque si les ateliers d'idéation sont correctement réalisés et efficaces, voilà, ça va générer peut-être 10, 15, 20, 30 idées qui ne pourront pas, dans un premier temps, tout de suite être sélectionnées. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Donc, quelques exemples d'ateliers de génération d'idées que j'aime bien. Donc 3, le premier, c'est le mood board. Donc le mood board, ça peut être vraiment intéressant si vous avez un projet lié avec quelque chose lié à du design, puisque en fait, pour vous inspirer dans votre atelier créatif, vous allez avoir une planche d'inspiration en face de vous ou accrochée au mur, avec des exemples de visuels. Par exemple, si c'est un projet de redessiner un nouvel espace. Vous pouvez avoir des idées de mobilier, des idées d'espaces déjà existants pour inspirer en fait les participants à l'atelier. Se mettre dans la peau d'eux, donc là c'est toujours cette question de je suis toujours centrée sur mon client ou sur ma cible. J'essaye vraiment de réfléchir comme si j'étais lui en fait.
Et donc, au début de l'atelier, on personnifie vraiment voilà, notre cible et on essaye vraiment mentalement de générer des idées à sa place, finalement, comme si on était lui. Et le dernier, c'est le World Café, qui est aussi vraiment très intéressant pour la co-création. Donc là, on va séparer en fait les membres les participants à l'atelier en 3 sous-groupes. Tout le monde travaille sur la même problématique. Donc pendant 10-15 minutes, on va formuler la problématique. Donc chaque groupe va réfléchir et noter des idées, donc sur une grande feuille par exemple, ou alors avec des flipcharts. Et ensuite, ça tourne. Et donc les autres équipes vont s'inspirer finalement, s'alimenter des premières idées qui ont été formulées par les premiers groupes et vont pouvoir les compléter ou en ajouter d'autres. Donc ça, c'est vraiment un exercice intéressant pour ce côté collectif et co-création. Donc une fois qu'on a généré nos idées, il faut les sélectionner. Donc deux exemples ici, le vote par gommette. Donc on va avoir nos post-it, une idée par post-it, qui vont être par exemple affichés sur un tableau ou affichés sur un mur dans la salle. Et avec un système de gommettes, chaque personne va venir voter pour l'idée qu'elle trouve la plus intéressante et qu'elle aimerait le plus voir le jour. Donc par exemple, 1 gommette, 2 gommettes, 3 gommettes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici aussi, on peut faire finalement voter d'autres personnes qui n'ont pas participé à la phase d'idéation au début, pour enrichir aussi les points de vue. Donc peut-être, je sais pas, faire venir la direction, le conseil d'administration, la représentation des salariés. Enfin bref, on peut imaginer plein de formats différents. Le deuxième est aussi intéressant, c'est essayer de classifier en fait ces idées par rapport à leur faisabilité et par rapport à l'impact que ça va avoir sur notre projet. Donc, bon, j'ai mis des couleurs parce qu'on peut utiliser des couleurs, mais on peut utiliser d'autres termes en fonction des préférences de chacun. Donc, les idées noires, ça va être les idées impossibles à faire ou non acceptables. Les idées jaunes, les idées difficilement faisables aujourd'hui, mais qui potentiellement on pourrait amener beaucoup d'innovation et d'impact par rapport au projet. Les idées bleues qui apportent pas, qui sont facilement réalisables aujourd'hui, mais qui n'ont pas un impact énorme sur notre projet, ou au contraire, celles qui sont facilement réalisables et qui vont être très intéressantes pour notre projet. Pourquoi j'aime bien cet atelier, enfin cette manière de sélectionner les idées, c'est que peut-être aujourd'hui, voilà, il y a des idées qui sont vraiment pas réalisables maintenant, mais qui sont vraiment des très bonnes idées. Ça permet de les classer à un endroit, de les garder, peut-être d'y revenir dans des phases ultérieures du projet, et peut-être aussi de ne pas, entre guillemets, frustrer certains collaborateurs qui auraient donné des idées et où on va leur dire, bah non, actuellement c'est un peu difficile d'implémenter cette idée. Et puis, entre guillemets, l'idée, elle est jetée à la poubelle, c'est relativement frustrant. Ici, on va garder vraiment une trace finalement de ce processus d'idéation et on va pouvoir revenir au fur et à mesure sur, OK, ah bah, il y a 6 mois, on avait eu ça comme idée, bon, il y a 6 mois, c'était pas faisable, bah, peut-être qu'aujourd'hui, ça va l'être un petit peu plus. Voilà. Donc maintenant, on va passer, ouais, je vois 45. On va passer dans les cas d'entreprise. Le premier, Decathlon. Donc Decathlon que vous connaissez tous, hein, chaîne de sport internationale et à la base société française. Donc pourquoi je vous parle de Decathlon? Parce qu'ils sont en train de tester un nouveau modèle qu'ils ont appelé WePlay Circular. Donc qui changerait totalement le modèle d'affaires de Decathlon. On passerait d'un modèle basé sur l'utilisation des produits et non plus sur la propriété, c'est-à-dire voilà, aller en magasin, acheter son produit et il est à nous. Donc ça serait une formule d'abonnement mensuel qui donne accès à tous les produits de la marque, sauf produits spécifiques où il y a des aspects de sécurité ou consommables. Donc, ils ont clairement utilisé une méthodologie de design thinking pour tester ce premier modèle. Donc, la première phase de test a été réalisée en 2021 en Belgique.
avec 70 familles tests. Donc là, c'était vraiment cette phase d'immersion, d'exploration, pour savoir quel était réellement le ressenti de la cible. La philosophie, c'était vraiment une immersion totale avec leur cible, en essayant d'éviter de se poser des questions qui pourraient arrêter directement le test, c'est-à-dire c'est pas faisable à grande échelle, finalement, quelle va être ma rentabilité derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont à la fois donc interrogé leur cible, mais ils ont aussi vraiment consulté une multitude d'experts et aussi aussi des détracteurs potentiels du projet pour essayer vraiment d'avoir une vision 360 sur les ressentis et ce que peut générer un tel projet dans la société en général. Les éléments qu'ils ont testés, c'est la désirabilité. Est-ce que les clients aiment le concept et auraient envie de passer sur un modèle d'abonnement? Est-ce que c'est faisable opérationnellement et techniquement? Et est-ce que c'est rentable, potentiellement pour Decathlon? Et enfin, quel est l'impact sur la planète, sur l'entreprise et sur l'ensemble de la chaîne? Donc les résultats sont vraiment très encourageants. C'est aussi pour ça que je voulais vous partager ce cas concret, parce qu'en fait, c'est très enthousiasmant et très positif. Donc, ça fait du bien dans des concepts, de nos jours. C'est pas toujours le cas. Donc, ça a démontré ce premier test une rentabilité du modèle d'affaires. Pourquoi? Parce que pour Decathlon, c'est une réduction du besoin d'investissement en stock. Évidemment, puisque pas mal de produits sont chez les clients. Ça améliore la durée de vie des produits, ça apporte de la réparabilité. Ça réduit les coûts liés au reconditionnement et à la logistique et au mouvement des produits. D'un point de vue planète, il y a un allongement du cycle de vie du produit et une réduction des émissions de CO2 pour Decathlon. Alors pour le moment, ils ont testé que cette partie spécifique émissions CO2. Il y aura probablement d'autres externalités. Et surtout, cela a montré que pour le client, ça avait des avantages. Il y avait une désirabilité de la part des clients. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est un coût inférieur pour eux. Ils ont accès à plus de produits. Ça permet voilà, de finalement tester des sports qu'on n'aurait pas testés potentiellement si on doit acheter l'équipement, parce que voilà, ça a un coût. Et notamment pour les enfants qui changent un peu assez régulièrement d'envie, on va dire. Ça peut permettre aussi d'avoir, par exemple, pour des enfants, accès plus facilement à des vélos, par exemple, des équipements qui ont un coût quand même relativement important. Ou je pense aussi aux équipements liés à la mer, comme les kayaks, comme les planches de paddle, etc. Donc ça a aussi un côté, je trouve, assez inclusif finalement. Et puis, évidemment, une mode de consommation plus durable, ce que un certain nombre de personnes recherchent aujourd'hui dans leur consommation. Et évidemment, il reste des questions, hein, donc là, 70 familles, c'est rien hein, par rapport à l'ensemble de la clientèle de Decathlon, évidemment. Donc, on peut se poser la question de qu'est-ce que ça pourrait donner à grande échelle? Est-ce qu'il y a une réelle faisabilité? Decathlon n'a pas encore réalisé toutes les analyses d'impact au niveau de l'ensemble de sa chaîne, notamment de production. Il y a aussi une question de responsabilisation des clients. Si on passe sur voilà, un modèle à l'usage, il faut évidemment que le client fasse un effort d'entretien des produits, d'en prendre soin, de le rendre propre. Donc, par exemple, Decathlon a pensé à facturer certains clients qui rendraient le produit pas en bon état. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui va potentiellement bloquer à grande échelle? Et puis surtout cette logique de logistique inversée, c'est-à-dire que les clients doivent aller en magasin rendre les produits, alors qu'aujourd'hui on est chez soi, on va sur son site internet, on commande un produit et puis il arrive directement chez nous. Donc voilà, c'est des éléments qui sont encore à tester. Donc il y a une nouvelle phase de test qui est actuellement en cours, qui doit être plus longue et avec voilà, un échantillon plus important. Donc voilà, à suivre quelles seront du coup les conclusions et qu'est-ce que Decathlon va faire de cette phase de toutes ces analyses. Le deuxième cas d'entreprise, qui est une entreprise un petit peu plus proche de chez nous, enfin en tout cas ceux qui sont à Nantes, l'école de design, donc Nantes Atlantique. Donc là, pourquoi je vous présente ce cas? Parce qu'ils ont vraiment intégré le design durable dans leur pratique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois,
Ils l'ont intégré dans leur cursus de formation et pour les étudiants. Et ils ont également utilisé eux-mêmes ce concept de design durable pour finalement dessiner vraiment leur stratégie et pouvoir voilà, faire évoluer leurs propositions. Deux objectifs principaux, réduire les impacts de l'école et régénérer la biodiversité au sein de l'école. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, le design durable, hein, c'est vraiment cette méthodologie de design thinking appliquée voilà, à la RSE avec ce concept de planète au centre des préoccupations. Donc, c'est devenu un axe stratégique de développement de l'école. Ils ont créé un poste d'expert. Avec une volonté vraiment de positionner le design durable comme une compétence transverse au sein de l'école et pas une spécialité. Ils ont revu leur parcours de formation en intégrant vraiment ce design durable, à savoir donc, les 3 dimensions, les savoirs, des enseignements spécifiques pour comprendre les modifications climatiques, les savoir-faire, donc les formations vraiment aux méthodologies d'éco-conception et de design circulaire, donc qui est vraiment clé pour voilà, une école qui est qui enseigne le design. Et puis le savoir-être, comment développer un esprit critique, comment avoir une capacité à argumenter et à affirmer son positionnement pour ses futurs étudiants. Et puis des actions aussi concrètes sur le campus. Donc voilà, un peu ce que je voulais vous partager. J'espère que voilà, ces cas concrets vous ont inspiré, que vous avez vu voilà, concrètement que j'ai pu vous démontrer l'intérêt de cette méthodologie. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez poursuivre les échanges. C'est le QR code, hein, Charlotte, du d'un questionnaire pardon, de satisfaction, enfin bref, pour récolter un petit peu votre feedback par rapport à cette présentation. Donc n'hésitez pas à y répondre, s'il vous plaît. Donc là, c'est le moment où je peux répondre à vos questions, n'hésitez pas. Ou vous pouvez aussi prendre la parole, hein. N'hésitez pas à partager si vous l'utilisez déjà vous-même dans votre organisation ou vous envisagez de l'organiser ou si vous avez un questionnement particulier. Directement ouvrir leur micro. Ouais, tout à fait, hein. Oui, des exemples positifs font du bien, hein. Effectivement, c'est ce que j'ai essayé aussi voilà, de vous partager aujourd'hui. Il existe des solutions. Parfois, on ne sait pas trop, on est un peu bloqué dans mais qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, ça fait du bien de voir qu'il y a des possibilités et des choses qui peuvent fonctionner. Moi, j'ai peut-être une question. Au départ, est-ce qu'il faut avoir une intuition, une idée de problématique au risque que ça fausse l'orientation du projet ou pas? Bah, je pense qu'on a tous une intuition et une idée potentiellement d'orientation du projet. Je pense que c'est un peu humain. En général, quand on se lance dans une démarche comme ça, c'est que voilà, on a déjà quelque chose en tête, en tout cas pour les décideurs, je dirais. Mais effectivement, il faut essayer vraiment de se dire, OK, bon, j'ai peut-être cette idée, cette intuition. Maintenant, je vais aller vraiment valider si ce que je pense, c'est vrai, en fait. Et c'est ce côté vraiment, voilà, cette perception personnelle, ces biais, essayer de les mettre de côté pour se focaliser sur concrètement les faits que je vais récolter en allant voir concrètement ma cible. Ok. Bon, bah alors si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que peut-être c'était... Ah, je vois que Françoise en a une. Il y a des techniques, un cadre de travail pour arriver à mettre nos biais de côté. C'est une vaste question. Effectivement, après, ça relève plus, je dirais, du développement personnel et du travail qu'on peut faire soi-même. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est indépendant, je dirais, de cette méthodologie de design thinking. Après, voilà, c'est vrai que l'innovation, c'est un état d'esprit la plupart du temps. Donc voilà, ce qui peut être intéressant aussi, c'est dans une équipe projet d'avoir finalement différents types de personnes.
peut-être des gens un peu plus sceptiques ou qui vont avoir une idée très arrêtée sur la question. Et puis d'autres qui vont être au contraire vraiment dans cette démarche de je me renouvelle, j'ai pas d'a priori, je suis ouverte à plein de choses, etc. Alors, comment préparer son cerveau pour la phase 3? Il y a différentes techniques. Débrancher. Comment? Faut le débrancher. Ouais, pour le débrancher, en fait, le but, c'est de faire finalement des petits exercices qui peuvent paraître relativement absurdes et totalement éloignés de son sujet. Par exemple, citer 10 choses le plus rapidement possible, 10 endroits le plus rapidement possible où on voudrait aller. Voilà. C'est vraiment ce type d'exercice donc, qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui vont permettre de rentrer efficacement dans l'atelier. Une autre question, mais je ne sais pas si elle concerne tout le monde. Je me demandais à quel moment est-ce qu'on doit communiquer sur ce projet-là. Est-ce que ça reste vraiment toujours en équipe projet ou est-ce que à partir du moment où on passe en mode dans la phase de test, du coup les clients sont potentiellement au courant du projet, est-ce qu'il y a un moment précis où on communique en interne, en externe? En interne je dirais que l'externe, pour la communication, voilà, il faut être un minimum avancé probablement dans son projet. Mais bon, quand on prend l'exemple de Decathlon, voilà, il communique un peu quand même sur cette phase de test. Bon, c'est pas une communication hyper accrue. Évidemment, on va pas voir des affiches partout. Decathlon est en train de lancer ça, mais bon, c'est quelque chose quand même qui se sait, on va dire. En interne, je pense qu'on peut communiquer très rapidement, hein, parce que justement, il y a aussi dans cette démarche de design thinking, il y a ce côté humilité en fait. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais c'est pas grave en fait. Et surtout dans ces questionnements de démarche RSE, où finalement personne n'a la réponse à la question, hein, ça peut être intéressant aussi de se poser vraiment en côté, on va essayer, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais au moins on aura eu le mérite d'essayer. Et du coup, ça nous ouvre à avoir des avis aussi de personnes extérieures hors de l'équipe. Oui, tout à fait. Après, on peut aussi communiquer avec ces parties prenantes, hein, parce que ce qui est intéressant aussi dans une démarche RSE, c'est de les intégrer, ces parties prenantes extérieures aussi, hein. Ça peut être voilà, d'autres entreprises de l'écosystème, ça peut être ses fournisseurs, ça peut être voilà, les collectivités, etc. Et là, je pense aussi qu'il faut être honnête. Et être dans cette démarche d'humilité en disant qu'on est en train d'essayer de co-construire quelque chose, quoi. Okay. Écoutez, merci à tous pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a plu et que vous y avez trouvé un intérêt. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez continuer les échanges. Bon après-midi à tous.